Allez, je le disais, deux actualités sanitaires pour terminer l'émission. On ne peut pas faire une émission depuis à peu près un an sans parler de sanitaire, évidemment. Air France a informé qu'elle lançait, la compagnie aérienne lançait l'expérimentation de son pass sanitaire numérique. Alors, ça a été annoncé, donc le lancement ce jeudi pour les voyageurs sur les liaisons au départ de Paris vers les Antilles. Encore une fois, c'est un test. Alors, ce n'est pas un passeport, c'est un pass sanitaire. Ce n'est pas que le vaccin. C'est le vaccin et ou le test. Commentaire du président du MEDEF c'est le monde d'avec qui s'organise, monde d'avec entre guillemets, sous-entendu le monde qui vit avec le Covid et non pas le monde qui attend qu'il n'y ait plus de Covid du tout pour se rouvrir. Beaucoup de débats sur le passeport, le pass sanitaire, etc. Est-ce que c'est le moyen de rouvrir les restaurants, les lieux de culture, un sentiment, un regard là-dessus. Virginie, il nous faut un pass sanitaire comme en Israël où voilà, il faut montrer son patte blanche sur son smartphone pour aller déjeuner au restaurant. C'est en fait pour faciliter l'accès aux avions en ayant numérisé notamment son test fait en laboratoire ou présenter sa vaccination. Moi, j'ajouterais, parce que c'est le cas de plein de gens, on pourrait avoir la sérologie avec les anticorps qui sont encore là si vous avez eu le Covid il n'y a pas très longtemps. Vous n'avez besoin ni d'être vacciné, ni d'avoir... vous n'êtes pas... vous êtes vacciné naturellement par le fait de l'avoir. Normalement. Mais tout ça pour dire que c'est fait pour fluidifier, pour faire redémarrer les lignes aériennes. Donc moi, j'y suis favorable à partir du moment où c'est une accélération d'un process en disant, OK, toutes ces personnes-là passent et ça va beaucoup plus vite. C'est pas du tout la même chose qu'un passeport sanitaire qui freinerait, au contraire, qui serait encore une contrainte supplémentaire à la vie. Là, c'est plutôt pour comment on repart et on repart le plus efficacement possible, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, les tests sont obligatoires. Et donc là, c'est de dire simplement, on numérise la chose, parce qu'on est au 21e siècle. Mais pourquoi le passeport, il freinerait Parce qu'il n'y a pas assez de vaccinés encore Oui, c'est-à-dire que pour le coup, c'est compliqué d'être coercitif quand on n'est pas capable de vacciner. Et moi, ce qui me choque. Même aujourd'hui, on est coercitif, on n'a pas le droit d'aller au restaurant. Est-ce qu'il vaut mieux attendre que les gens soient vaccinés ou d'autoriser les restaurants ceux qui le font déjà, il y a quand même 2 millions de personnes. La fermeture des restaurants, parce que moi, personnellement, il y a beaucoup de mesures que je ne comprends toujours pas et où je doute encore beaucoup. D'accord, on ne va pas partir là-dessus. Mais néanmoins, je reste atterrée qu'aujourd'hui, on soit aussi en retard sur la vaccination et notamment, moi, ce qui me choque le plus, indépendamment de tous les débats, c'est que les gens qui voulaient se faire vacciner n'aient pas pu se faire vacciner. Je veux dire, en 2009, moi, je me rappelle très bien de H1N1. Mon fils est né en 2009, ma fille était née en 2006. Le pédiatre m'a vraiment recommandé d'aller les faire vacciner. Ça a été simple comme bonjour, j'ai pris mes enfants sous le bras et parce que personne n'y allait, puisque c'est de fait les vaccinodromes étaient vides. Mais alors d'abord, c'était pas tout à fait vrai, puisque moi je me rappelle avoir quand même attendu. Il y avait une petite queue, mais il y avait ces fameux vaccinodromes qui existaient et ceux qui voulaient y aller le pouvaient. Alors que là, on a fait une usine à gaz à la française, très technocratique. On est en train de faire des vaccinodromes. On veut vacciner. Avec 2 mois de retard. Voilà, mais c'est dommage. Alors que, et là encore, moi, j'ai envie de dire, mais où est l'effet d'expérience ? Pourquoi l'administration, les politiques changent, mais l'administration, elle a quand même, j'espère, un peu les archives de ce qui s'est fait. Enfin, il y a eu un plan de vaccination. Oui, puis les politiques ne changent pas tant que ça non plus. Non, mais admettons, c'est pas le même ministre de la Santé, etc., mais il a le droit de s'interroger quand même comment ça s'est passé en 2009 et tirons les enseignements de ce qui a été positif ou négatif. Moi, je le redis en tant que maman, j'ai trouvé les vaccinodromes, en tout cas en région parisienne, c'était d'une simplicité. Oui, mais en fait, les vaccinodromes ont été disqualifiés à tort parce que les gens n'y étaient pas allés globalement. Parce qu'il n'y avait pas de maladie. Je sais bien. Voilà, pas parce qu'il y avait un vaccinodrome. C'est-à-dire que comme toujours, on fait une erreur d'analyse. C'est pas à cause du vaccinodrome que les gens n'y sont pas allés. Et là, cette fois, moi, je regarde comme vous les sondages. Quand on avait massivement des gens qui voulaient se faire vacciner, là encore, pourquoi on n'a pas dit on commence par ceux qui veulent plutôt qu'aller chercher le consentement de personnes qui sont malheureusement plus en état dans des EHPAD de donner leur propre consentement. Moi, je trouve que parfois, quand même, on marche à l'envers. Donc, essayons de remarcher à l'endroit et que toutes les bonnes initiatives qui permettent le redémarrage de l'économie se mettent en œuvre. Moi, je salue le pass sanitaire, bonne idée. Le pass sanitaire, en tout cas, on voit bien les différences culturelles, puisque de toute façon, ce sont des choses qui existent en Asie de manière assez
Oui, c'est pour ça que... C'est clair, et j'ai été interloqué par le ministre qui a dit justement, mais attendez, ce n'est rien, c'est pas important, ça n'a rien à voir, on ne viendra pas pour les restaurants ou autres, vous ne serez pas obligé de les avoir. Demandons aussi aux restaurateurs ce qu'ils en pensent, et est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'ils soient ouverts avec des gens qui auraient un pass sanitaire. Alors, on va rester sur le sanitaire. On va terminer avec les vaccins. Le Danemark, puis la Norvège ont annoncé suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca pour étudier un ou deux cas problématiques de caillots sanguins. Le gouvernement britannique, lui, a défendu son vaccin en disant qu'il était sûr et efficace et qu'il est assuré qu'il resterait utilisé au Royaume-Uni. Le AstraZeneca en France, il avait déjà un peu une moins bonne réputation, entre guillemets, parce qu'il avait été interdit aux plus de 65 ans dans un premier temps. Ça a été autorisé depuis la semaine dernière seulement. Deuxième, entre guillemets, problème de réputation. Ça vous inquiète? En même temps, bonne nouvelle, le régulateur européen donne son feu vert aujourd'hui au vaccin de Johnson & Johnson. C'est les Janssen en Europe, c'est la même entreprise qui a un nom différent. Vous retenez quoi, la bonne nouvelle ou la nouvelle inquiétante? Écoutez, moi je ne dirais pas, d'abord je ne suis pas autorisé, je ne me considère pas autorisé pour pouvoir porter un jeu, mais la perception que j'ai, c'est justement le fait, par rapport aux Norvégiens, aux Danois, de cette notion de zéro défaut que l'on veut absolument avoir aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où l'humain a aussi des défauts. Donc là, en effet, il y a peut-être 2 cas et il faut peut-être arrêter. Non, je ne porte pas le jugement, mais pourquoi est-on toujours aussi peureux face à l'incertitude? Et je crois que c'est quelque chose, c'est un sujet qui est spécifiquement européen et qui aujourd'hui nous handicape dans bien des domaines. Donc, principe de précaution peut-être, mais pas uniquement. Essayons de voir un petit peu plus loin parce que, en effet, il y a peut-être des problèmes avec ces caillots, mais parce qu'on l'arrête, il y a peut-être d'autres personnes qui, elles, vont mourir aussi. Oui, alors, ce qui est vrai, c'est que ce vaccin est utilisé dans des dizaines de pays. On ne les verra pas. Ouais. Celles-ci, elles ne le seront pas. Elles seront mortes avant les autres. Virginie, une réaction entre le 4e vaccin autorisé? Tant mieux pour Johnson & Johnson. Moi, je suis une optimiste de nature et je me dis que voilà, on va peut-être enfin un peu voir le bout du tunnel. Accélérons. Et si l'enseignement pouvait être que notre technocratie bruxelloise a absolument besoin d'apprendre l'urgence, la réactivité face à des problématiques de cet ordre, parce qu'on est quand même encore beaucoup trop lent par rapport, vous vous rendez compte, il y a encore des tests qu'on ne peut pas faire en France alors que partout dans le monde, on peut s'auto-tester. C'est incompréhensible, une fois encore, enfin moi je le dis en tant que citoyenne, il y a des choses qu'on ne comprend pas et c'est la colère qui monte de se dire mais comment on peut raisonner aussi mal ou être autant en décalage par rapport au reste du monde. Vous disiez trop de précautions, Virginie dit lenteur. Ce que je veux dire, moi, l'autre point, alors en effet, l'administration est lente. Moi, ce qui m'ennuie davantage, c'est qu'on n'est pas... vous parliez de Johnson & Johnson, ok, Janssen en Europe, mais c'est pas le même. Vous parlez... on n'a pas fait de vaccin en Europe. Donc la question que je me pose davantage, c'est en fait, mais qu'est-ce que l'Europe a apporté? AstraZeneca, c'est les anglo-suédois, pour moi c'est les Européens. D'accord, c'est la Grande-Bretagne. Au sens large. Mais qu'est-ce qu'on a fait en fait? Qu'est-ce qu'on apporte au monde aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a apporté depuis 20 ans? Alors peut-être la RGPD, même si de mon côté, voilà, qu'est-ce que l'Europe apporte au monde? On a 30 secondes, on ne va pas avoir le temps là. Mais... ce sera peut-être notre sujet. Je le note pour quand vous reviendrez vous voir. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout. Très bonne soirée, très bonne nuit. On se retrouve demain à la même heure.